Donc je vais animer cette conférence avec Tanguy Martin, voilà, qui nous a fait le plaisir d'être présent cet après-midi pour le festival. Tanguy a plusieurs casquettes. Il est membre de l'association Terre de Liens, que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, Tanguy va en parler. Voilà, il est responsable notamment au sein de cette association du plaidoyer. Il est également membre au titre de l'association Ingénieurs sans frontières du réseau national SSA, Sécurité sociale de l'alimentation. Et vous allez voir qu'il fait des liens entre la question foncière et la question alimentaire, des liens qui ne sont pas forcément toujours faits, et en partie entre la question des communs fonciers et celle de la sécurité sociale de l'alimentation. Alors Tanguy a commis un livre, qui est celui-ci, qui a donné le titre à cette conférence. Cultiver les communs, sortir du capitalisme par la terre. Voilà. Donc je vous le conseille vraiment, il est en vente à la librairie. T'as vu, je fais de la pub, j'ai 5% sur ça. Moi je touche rien, c'est dégueu. Non, toi tu touches rien. Toi. Les intermédiaires ils prennent tout, les producteurs ils n'ont rien. Donc le thème de la conférence cet après-midi, ça va être la terre agricole, la terre nourricière, la question du foncier, avec une perspective à la fois pratique, c'est-à-dire on va rentrer dans les questions, voilà, c'est quoi l'état du foncier, c'est quoi l'état de la question foncière aujourd'hui en France, principalement, quelles sont les limites, les verrous, mais quelles sont aussi les potentialités pour collectivement reprendre la terre. Et c'est de ça aussi que va parler Tanguy, c'est l'idée d'instituer la terre comme un commun. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup ici, puisqu'on a essayé de le faire. Enfin, on n'a même pas que essayé, on l'a fait. Grâce à un groupement foncier agricole, on pourra en reparler, de reprendre la terre en commun. Et c'est une des voies de cette reprise en main de la terre agricole, l'expérimentation collective pour racheter des terres. Et l'autre voie aussi qui est beaucoup développée ces dernières années, c'est celle des luttes locales d'occupation des terres. Voilà, donc je crois que ces deux mouvements, celui de l'expérimentation concrète de citoyens qui collectivement reprennent des terres pour les mettre à disposition de paysans, et le mouvement de lutte pour l'occupation de terres quand elles sont menacées d'artificialisation, par exemple. L'exemple de la ZAD Notre-Dame-les-Landes est un bel exemple, mais ici, localement, nous avons les Lentillères aussi, qui ont sauvé 9 hectares de la bétonisation. Voilà, l'idée d'instituer la terre comme un commun, c'est aussi de réunir ces deux mouvements, celui des alternatives et celui des luttes, pour essayer de construire ensemble une nouvelle stratégie finalement politique autour du foncier agricole. Tu parles, Tanguy, et je pense que tu vas détailler, d'un anticapitalisme foncier. Et moi, ça me plaît bien. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien ce terme, ça donne une perspective. Qu'est-ce que serait un anticapitalisme foncier, sachant qu'aujourd'hui, le foncier agricole est pris dans des logiques de marchandisation, de financiarisation, d'accaparement, d'agrandissement, et qu'il y a tout un tas de choses à expérimenter pour sortir de ça, à la fois dans le droit, mais aussi dans les expériences concrètes. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Tanguy, qui va parler pendant 3 heures, du coup, cet après-midi, parce que... Non. On dit 4 Non, qui va 3 quarts d'heure, 1 heure, puis on va discuter, quoi. L'idée aussi, c'est après de discuter. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Léo pour ce lancement. Je fais une petite parenthèse. J'ai travaillé ma présentation dans le train, donc sur un ordinateur. Donc voilà, je suis bloqué dans les dispositifs techniques. Il y a le nom de mon employeur sur l'ordinateur, mais je suis là aujourd'hui sur mon week-end, donc je ne suis pas payé par mon employeur pour vous parler. Donc je vais dire du mal de mon employeur aussi, mais pas que. Voilà, c'était juste pour repréciser ça. Et puis surtout vous présenter ce bouquin donc, qui est paru au début de l'été. Pour moi, l'idée de départ, en fait, quand j'ai fait ça, ça a commencé à un moment où j'avais un petit peu de temps parce que j'étais, comme beaucoup d'entre vous, confiné quelque part, mais j'avais pas de travaux à faire sur ma maison. Et j'avais à cœur, à ce moment-là, d'expliquer aux camarades avec lesquels je militais pour promouvoir l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, pourquoi Terre de Liens, c'est pour ça que je dis que j'allais dire du mal de mon employeur, pourquoi Terre de Liens ne serait pas la solution terrienne, foncière, pour approvisionner
les paysans qui éventuellement fourniraient l'alimentation à travers une sécurité sociale de l'alimentation. Ce qui n'enlève pas que ça peut être quelque chose de très intéressant, que le fait d'acheter collectivement de la terre et d'essayer de la gérer en collectif est quelque chose d'extrêmement intéressant, et j'y passe pas mal de mon temps, mais que ça ne serait pas la solution pour cette volonté de socialiser l'alimentation et de sortir l'alimentation du capitalisme. Et puis je voulais écrire un petit article, et puis l'introduction de l'article a enflé jusqu'à devenir ce livre, et donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter au début. Finalement, l'idée d'interaction entre sécurité sociale de l'alimentation et les questions foncières, c'est l'épilogue, ça doit faire 20 pages sur 200 dans le bouquin, mais j'y reviendrai évidemment aussi. Ça, c'est la raison intime de pourquoi j'en suis venu à écrire ça, mais la raison pour laquelle aussi ça peut rencontrer un intérêt, et peut-être que vous êtes dans ce chapiteau-là, et pourquoi un éditeur a accepté de publier ce texte, c'est que la question foncière, la question de la relation des humains à la terre, qui était tombée assez en déshérence dans les années 80-90, a connu une réémergence dans les années 2000 et une montée en puissance à la fois d'intérêts de sphères militantes, mais aussi de politiques publiques, etc. etc. À la conjonction, il me semble, de plusieurs phénomènes. Le premier, c'est l'idée qu'il y avait des problèmes avec l'alimentation. Je pense que la crise de la vache folle, 99, fait remonter ces questions alimentaires et réancre les questions alimentaires dans la terre, et quelle est la traçabilité, d'où viennent les produits, etc. Il y a évidemment la crise climatique, les crises écologiques, l'idée qu'il y a des limites planétaires et que finalement la Terre est une ressource finie, et que donc on ne va pas pouvoir faire des choses infinies sur une Terre finie, qui fait que ça redevient sur le devant de la scène. Donc cette question va finalement de l'Anthropocène, et on va voir du Capitalocène évidemment, qui va recouper ça, et qui concrètement se matérialise. C'est pas juste un intérêt intellectuel, qui se matérialise par le début des grands accaparements de terre du début des années 2000, qui vont être documentés par les ONG Grain, Landmatrix. Landmatrix estime qu'au niveau international, il y a 1% de la surface des terres agricoles mondiales qui a été l'objet d'échanges de grandes surfaces, de surfaces à large échelle, c'est comme ça qu'ils parlent, au niveau mondial. Donc il y a quelque chose qui se passe là-dessus. Et puis plus récemment, on s'est rendu compte qu'avec le vieillissement, là plutôt en France, avec le vieillissement des agriculteurs en France et des agricultrices en France, mais surtout des agriculteurs, on allait aboutir à un transfert, alors selon les calculs et les projections, entre 20 et 50% de la surface agricole française qui allait changer de main entre 2020 et 2030. Donc là on est déjà un petit peu, ça fait déjà 3 ans que c'est en cours, et que donc se posait la question de qui allait finalement récupérer ces terres, qui allait contrôler ces terres. Et donc, c'est-à-dire, il faut vraiment se poser la question des terres, parce que ça se passe maintenant, donc face à cette urgence démographique, sociale, politique, et face à l'urgence écologique en général. Donc, c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Il y a un contexte plus large, et qui est finalement le sous-titre du livre, qui est cette question du capitalisme, donc un système social hégémonique, mais qui est, l'historien Jason Moore parle même d'une écologie du capital, finalement, qui devient en soi une écologie, et donc qui tend à s'étendre à toutes les sphères de la société, à tous les secteurs de la planète, voire même au-delà. Vivement que Monsieur Musk se retrouve sur Mars et nous laisse tranquilles sur Terre, mais voilà un petit peu là où on est. Et finalement, qu'est-ce que ce capitalisme fait? Il rentre dans des écosystèmes qui intègrent notamment des éléments humains, mais évidemment des éléments non humains, des éléments vivants, des éléments non vivants. Il va, dans la recherche du profit, venir simplifier les relations entre les éléments des écosystèmes et détruire une partie des éléments de ces écosystèmes. Ce qui va fonder une écologie hautement dysfonctionnelle à travers cette simplification, et qui va, notamment dans l'agriculture, se résumer par une simplification des pratiques, une destruction à la fois des sociétés paysannes, une destruction des liens sociaux dans les territoires, et notamment dans les territoires ruraux, et évidemment abondé dans la destruction des sols, la destruction de la terre et de tout ce qui se passe autour. Si on prend un petit peu finalement l'entrée du capitalisme, j'y reviendrai, mais l'entrée du capitalisme dans l'agriculture française,
ça date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a appelé la modernisation agricole. La promesse était de libérer les paysans et de fournir une alimentation à toutes et tous. Et à quoi ça aboutit? Ça aboutit à passer de 33% de la population active en 1950 qui était agricole, ou en tout cas paysanne, à 2,5% aujourd'hui, donc, dont 1,9% d'agriculteurs et agricultrices, le reste étant des travailleurs et travailleuses salariés de la terre, qui sont majoritairement des travailleurs et des travailleuses pauvres, qu'ils soient travailleurs indépendants ou salariés. Ces travailleurs indépendants qui se suicident massivement plus que toute autre profession. Donc pas vraiment une promesse fantastique d'émancipation. Et en face de ça, les queues de l'aide alimentaire qui s'allongent, donc dans une des plus grandes puissances agricoles françaises, et à la fois l'agriculture qui est un des facteurs principaux de la 6e extinction de masse en France des espèces, donc voilà, destruction écologique, vraiment un tableau complètement perdant malgré des promesses assez fortes du capitalisme. Mais le capitalisme agricole étendu dans le monde n'a pas résolu les problèmes de faim. On a des famines résurgentes, et là on est dans des périodes où finalement les famines réémergent malgré l'extension du capitalisme à l'agriculture partout sur la planète. À l'occasion de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors qu'on produit assez pour nourrir 12 millions de personnes sur Terre, et on a de nouveau des phénomènes de problématiques d'accès à l'alimentation sur Terre. Voilà, bon. Je ne m'étends pas plus là-dessus, parce qu'on pourrait aussi y passer toute l'heure, mais pour dire que globalement, le capitalisme, c'est pas top, et son interaction avec l'agriculture et la terre, c'est franchement mortifère, et donc il serait bon d'en sortir, ou au moins de sortir l'alimentation et la terre du capitalisme. Sauf que le capitalisme étant un système hégémonique, sans se dire qu'il puisse être bien dans d'autres secteurs de la société, des activités humaines, ce dont je doute fortement, de toute façon, une sortie du capitalisme doit être, à un moment ou à un autre, une sortie globale. On ne peut pas sortir des petits pans du capitalisme et puis s'en satisfaire. Mais qu'il faut bien penser aussi, brique par brique, secteur par secteur, les gestes qu'on va pouvoir faire pour sortir du capitalisme. Donc l'objet du bouquin, au final, il est là, il est de dire quels sont les gestes, quelles sont les actions que nous, humains, que nous, sociétés organisées et conscientes des problématiques de notre temps, nous pouvons mettre en œuvre, nous pouvons essayer de prolonger pour sortir du capitalisme, donc pas sortir la terre du capitalisme, ce qui est évidemment nécessaire, mais sortir du capitalisme et donc par la terre. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers ça des potentialités de fermeture du capitalisme, et j'ai vu ça récemment là sur une banderole, mettre le capitalisme au musée, voilà, c'est quelque chose qui sera dans le passé de l'humanité, etc. Donc voilà un petit peu ce but-là. La complexité de tout ça étant qu'on vit une période au niveau mondial, mais aussi au niveau français, où on va dire l'activité révolutionnaire, l'activité de rupture politique n'est pas forcément très bien engagée, n'offre pas forcément d'énormes perspectives, et qu'en tout cas les perspectives historiques de prise de pouvoir plus ou moins violente, plus ou moins radicale, pour changer les choses une bonne fois pour toutes, ne semblent pas forcément propices, ne semblent pas forcément établies, et donc ça nous force à réfléchir des stratégies qui ne sont pas forcément des stratégies de prise de pouvoir, de dictature du prolétariat. Elles ne sont peut-être même pas souhaitables d'ailleurs. Moi personnellement, je pense que ce n'est pas forcément souhaitable en l'état. Mais en tout cas, ça nous force à être aussi imaginatifs, créatifs, spéculatifs aussi. Peut-être qu'on se trompe complètement dans ce qu'on va raconter. Mais en tout cas, ça nous oblige à être stratégiques là-dessus. Et c'est ce que je vais essayer de détailler plus loin. Donc, pour essayer de pas de proposer un programme de sortie, je ne vais pas vous sortir la baguette magique qui va vous expliquer comment on va sortir du capitalisme. Si je serais pas, je pense qu'on serait dans d'autres espaces si j'étais capable de produire ça, avec tout le respect que j'ai pour le festival à Malin. Mais en tout cas, c'est essayer de s'offrir des pistes et avec la lucidité sur les faibles potentialités du moment, d'essayer de tirer quand même toutes les potentialités du moment pour essayer d'aller de l'avant sur ces sujets-là, d'autant plus qu'on est quand même dans des urgences sociales et écologiques très importantes.
la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de repartir de questions théoriques. Donc je vais passer une bonne partie de la présentation sur des questions théoriques. Ça peut être un petit peu aride, mais et je vais y revenir après dans les parties suivantes, je pense que ces architectures théoriques nous permettent de penser la façon dont on construit nos luttes, dont on construit nos alternatives, pour qu'elles soient vraiment efficaces. Donc l'idée, c'est pas de dire que tout découle de la théorie, c'est de dire que cet aller-retour entre des réflexions théoriques et nos pratiques vont faire que nos pratiques vont éventuellement être fructueuses. Et que parfois, parce qu'on a le nez dans le guidon, et moi le premier, dans tout un tas d'espaces où on s'investit, on brûle ces étapes théoriques, on ne se pose pas ces questions-là, et après on arrive dans des impasses militantes, et on en souffre beaucoup. Et donc peut-être que la théorie peut être source de joie militante. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de défendre aujourd'hui. Donc voilà, un premier truc sur qu'est-ce qu'on peut dire des interactions théoriques entre la Terre et le capitalisme en France aujourd'hui, et puis avec une petite perspective historique évidemment. La deuxième partie est plus centrée sur justement qu'est-ce que dit le processus de modernisation agricole en France et où en est finalement cette question de la relation à la terre agricole en France, et notamment ce qu'on appelle la régulation foncière, j'y reviendrai, qui est une vraie passion française depuis les années 50, qui ne se dément pas, enfin, qui est une vraie passion française depuis très longtemps, puisque la convention de la Révolution, au moment de la Révolution française, avait pris un décret condamnant à mort toute personne qui proposerait la remise en cause de la propriété de la terre. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous vient de loin et qui est vraiment ancré dans l'imaginaire collectif en France. Une troisième partie qui va aborder la question de la propriété collective, quand même, toutes ces initiatives de propriété collective qui existent en France et qui sont extrêmement foisonnantes, extrêmement intéressantes et porteuses d'espoir. Et une quatrième partie qui va s'intéresser justement aux limites de cette appropriation collective et aux autres dynamiques de lutte et de soins qui pourraient fournir finalement les architectures d'institutions post-capitalistes de la Terre, instituées en commun pour ne rien dire de plus. Et puis finir finalement sur comment on articule les communs entre eux et comment on peut articuler la communisation des usages de la Terre et à la fois la socialisation de l'alimentation, puisque c'est quand même aussi un geste extrêmement important à réaliser. Donc, j'avais dit 3 heures, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est le temps qu'il faut pour lire le livre, si vous voulez, on peut prendre des exemplaires, enfin, non. On fera un arpentage une autre fois. Donc, pour commencer sur cette question théorique, je vais repartir sur un vocabulaire qui est un petit peu désuet, qui est un vocabulaire du marxisme, qui est pas forcément... Alors moi, je suis pas un marxiste dogmatique, je suis pas du tout à vous dire qu'il faut soulever le soldat Marx, il était anti-patriarcal, écologiste avant l'heure. C'est pas forcément vrai, même s'il a eu des intuitions très intéressantes sur le sujet, mais il a produit un certain nombre d'outils analytiques en économie politique qui sont extrêmement intéressants, qui, pour des raisons plus ou moins compréhensibles, et je ne vais pas les analyser là, ont été plus ou moins abandonnés, qui sont parfois d'ailleurs traductibles dans d'autres langages philosophiques, d'autres langages théoriques, qui moi me paraissent parfois très complexes. Et notamment, il me semble que beaucoup d'exégètes de Bruno Latour réinventent des outils, je trouve, avec des formulations très compliquées. Donc moi, je vais m'en tenir à des choses qui sont plus simples pour mon petit intellect personnel, et qui sont des catégories marxistes pour essayer de décrire cette interaction entre la terre et le capitalisme. La première chose, c'est que le capitalisme s'est construit sur la prolétarisation des sociétés humaines, c'est-à-dire la séparation des humains de la capacité à produire leur subsistance sur la terre, pour les forcer à vendre leur force de travail à des gens qui pourraient la payer pour qu'ensuite, avec ce salaire, ils puissent subvenir à leurs moyens, qu'ils soient des moyens fondamentaux ou pas. Et donc, la terre est vraiment cette fondation du capitalisme, et c'est ce qui va passer par ce qu'on a appelé les enclosures, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, des gens vont se définir comme propriétaires légitimes de la terre. Alors ça ne se passe pas doucement comme ça, ça implique un certain nombre de violences, et qui vont pouvoir donc en exclure tous les autres humains, et d'ailleurs beaucoup d'autres non-humains par la même occasion, et dire si vous voulez accéder à la terre, accéder donc à votre subsistance, il faudra maintenant travailler pour nous.
Donc ça, c'est la première chose. Et donc, penser la sortie du capitalisme implique penser la réappropriation de ces subsistances et comment on va pouvoir reproduire nos subsistances sans avoir à aller à chercher avant notre force de travail. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à penser. Si on ne pense pas ça, on n'y arrivera pas. La deuxième chose, c'est que à partir du moment où on est dans le capitalisme tend à régir toutes les activités humaines et toutes les interactions humaines avec le reste du monde par le marché. Le marché est un moyen de gérer des activités humaines qui n'est pas forcément nocif en lui-même. Il y avait des marchés bien avant le capitalisme, mais un des gestes du capitalisme, c'est de tout unifier à travers les marchés et de fusionner tous ces marchés à travers un seul marché où tout est substituable contre de l'argent, et un argent qui n'est plus juste un agent d'échange pour fluidifier le troc entre les humains, mais qui devient un fétiche. Alors je ne vais pas rentrer dans les questions de catégorie anthropologique du fétiche, etc., parce que là, on sort, mais en tout cas qui est quelque chose qui surplombe tout et dont l'accumulation devient le but principal de la société. Et donc le but principal, c'est faire du profit pour accumuler de l'argent. Pour ça, le capitalisme va, sur chaque territoire, allouer l'usage, et notamment l'usage de la terre, à un seul usage, et cet usage est celui qui va permettre de maximiser le profit et donc l'accumulation capitaliste. Et donc, dans des territoires, dans des sociétés qui avaient l'habitude de faire plein de choses sur la terre, eh bien, le capitalisme va créer une agriculture qui va sélectionner une façon de faire, qui est celle qui est censée être la plus productrice de valeur à un instant donné. Et cette question de la simplification d'usage, elle est extrêmement forte dans l'agriculture. Et donc, un des moyens d'y résister, ça va être de recréer ce qu'on appelle de la multifonctionnalité et de superposer différents usages sur la terre, des usages agricoles, mais aussi éventuellement des usages non agricoles. Pour vous donner un tout petit exemple et rendre ça un tout petit peu plus concret, je vous invite à penser par exemple à la milpa. Alors là, on sort complètement de la France, mais qui est un système de culture classique au Mexique, notamment précolombien, avec l'idée d'une association de 3 cultures, du maïs, des haricots et des courges. Le maïs va servir de tuteur aux haricots, le haricot va, à travers des mécanismes biologiques, permettre de fixer de l'azote dans la terre, qui va permettre de faire pousser les courges, et tout ça fournit une alimentation équilibrée pour les humains. Ça, c'est pas capitaliste. C'est très intelligent, c'est très fonctionnel, mais c'est pas capitaliste parce que on n'arrive pas à penser finalement peut-être que si la courge se vend plus, il faudrait qu'on fasse plus de courges et moins de haricots, etc., etc. Et donc on voit à travers ça un petit peu les contradictions du capitalisme et l'espèce d'impasse dans lesquelles ça peut nous envoyer à travers l'agriculture. Bon. Une fois qu'on a dit ça, finalement, le capitalisme, qu'est-ce que c'est ? Le capitalisme, ce n'est pas un système économique, ce n'est pas un système énergétique, c'est un rapport social d'exploitation qui peut se diviser, en tout cas s'expliquer en 3 sous-rapports sociaux. Le premier, c'est le rapport foncier. C'est le fait qu'on va s'approprier de la terre et que cette terre, ensuite, on va la revendre ou la louer contre de l'argent. La terre est une marchandise fictive. La terre, personne ne la produit, ni vous ni moi, par notre travail, nous produisons la terre. On peut éventuellement entretenir sa fertilité, mais il n'y a pas de travail, on n'a pas de production de la terre. Donc c'est pour ça qu'on parle de rente. Ce n'est pas une plus-value économique, c'est juste de la rente. On a décidé à un moment qu'on était propriétaire de la terre et ça nous donne une rente de situation pour gagner de l'argent. Donc on peut faire du profit par la rente foncière. Et donc après ça, on peut faire de la spéculation foncière, financiariser la terre et faire du profit à partir de la terre. Donc c'est le premier rapport social du capitalisme qui va permettre de faire ça et qui est extrêmement important en France puisque la société bourgeoise post-révolutionnaire est une société de propriétaires et qui va vivre de ça. On va y revenir. Ce qui est très intéressant, c'est que cette société de propriétaires n'a que faire de faire rentrer l'agriculture dans le capitalisme et l'agriculture française va rester une agriculture qui reste assez en parallèle du capitalisme jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce qu'on fait du profit par ailleurs dans d'autres secteurs d'activité en France et que finalement, le fait d'avoir 30% de gens qui sont paysans en France qui produisent de la subsistance du reste de la population satisfait parfaitement le capitalisme en France jusqu'à la moitié du XXe siècle. Ça pose aussi tout un tas de questions, c'est quel est le prix de la terre, puisqu'il n'y a pas de coût de production de la terre, comment est-ce qu'on fixe le prix de la terre ? Et les économistes sont beaucoup creusés la cervelle et finalement, ils disent que le prix de la terre, c'est la rente
sur l'intérêt. Et donc en gros, c'est qu'est-ce que la terre peut nous rapporter comme argent, que ça soit en la louant ou en produisant des choses dessus, divisé par les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent. Et on va y revenir après. Tout ça est très lié en fait au système financier, au système monétaire, finalement au coût de l'argent, et il y a un rapport très important autour de ça, j'y reviens tout de suite. La deuxième façon de faire de l'argent, de faire du profit dans le capitalisme, c'est la plus-value, c'est d'exploiter le travail et d'exploiter les écosystèmes, de les piller et d'en tirer de l'argent sans fournir la subsistance nécessaire à la reproduction exacte de la vie humaine et de la vie tout court. Donc là, à travers l'agriculture, on peut exploiter des travailleurs, que ce soit des paysans, travailleurs indépendants, que ce soit des salariés agricoles, leur voler une part de leur travail et faire du profit à partir de là. Chose très intéressante, en France et dans le monde, une bonne partie du travail agricole est encore fournie par des travailleurs indépendants, donc des paysans, des paysannes, et non pas par des salariés. Pour le coup, assez contradictoirement avec ce qu'avait prévu Marx, ce que dit le manifeste du Parti communiste, qui dit que l'agriculture va très vite devenir une activité de firme à salariés. Ça ne s'est pas fait pour des raisons diverses, on pourrait y revenir pour la situation française. Mais par contre, il y a quand même bien exploitation, il y a quand même bien production de plus-value là-dessus. Et il y a bien des salariés agricoles qui sont exploités. Il y a des situations, même en France, extrêmement inquiétantes là-dessus. Il y a eu des procès, par exemple, d'entreprises qui fournissaient des travailleurs intérimaires immigrés, notamment de l'Est de l'Europe, en saisonnier sur des grandes fermes, avec des cas de harcèlement moral, de violences sexistes et sexuelles, de quasi-esclavage moderne. Et c'est pas que dans le Brésil latifundiaire, ça se passe aujourd'hui dans le sud de la France, et assez peu documenté, assez peu objet de procès. La dernière manière de faire de l'argent, c'est de vendre de l'argent. C'est fantastique, ça s'appelle la finance. Et donc ça s'appelle la banque, tout simplement. Et là encore, il y a des interactions très fortes avec l'agriculture et la terre, puisque pour accéder à la terre, les paysans vont souvent devoir s'endetter, et donc payer la terre, donc payer ce qu'on leur a volé, mais en plus payer l'argent pour payer la terre. Donc c'est un peu la double peine, et c'est une des raisons qui explique ce fameux suicide paysan en France, par exemple. Et il y a des institutions qui ont été créées pour ce faire, qui ont d'ailleurs été soutenues pendant très longtemps par l'État français, parce que c'était pas rentable en soi de prêter de l'argent pour faire de la terre, et c'est l'émergence du crédit agricole, et en grande partie du crédit mutuel aussi là-dessus. Et ce qui va être intéressant, et on y reviendra peut-être un petit peu sur la partie modernisation agricole, c'est que le crédit agricole va pouvoir se développer à partir du moment où l'État va donner un droit aux paysans d'accès à la terre par la location de long terme, ce qu'on appelle le statut du fermage, j'y reviendrai, mais que finalement, la capacité d'endettement des paysans était liée à l'obtention du droit à avoir un accès de long terme à la terre comme facteur de production. Donc on va rentrer dans les ambiguïtés de la modernisation agricole, mais qui sont peut-être aussi les capacités de développement, de dépassement de ces ambiguïtés pour penser des choses post-capitalisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les banquiers et les grandes firmes de production agricole vont se battre contre les propriétaires, donc pour limiter le droit de propriété dans la location agricole, de manière à permettre l'endettement des agriculteurs et l'entrée de l'agriculture dans le capitalisme. On voit que c'est que le capitalisme n'est pas forcément univoque, les capitalistes n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts, même s'ils cherchent tous à faire du profit, et qu'il va y avoir des conflits internes au capitalisme pour savoir qui va pouvoir faire du profit avec quel rapport social dans le capitalisme. Ce qui nous invite, nous aussi, dans nos luttes, à faire attention à nos alliances, parce que des fois, on peut se retrouver à avoir des convergences d'intérêts tactiques à court terme avec des gens qui sont nos ennemis de long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire certaines alliances tactiques à certains moments, mais ça veut dire qu'il faut absolument s'en prémunir. Aujourd'hui, on pourrait être tenté de faire des alliances avec les syndicats de propriété privée en France qui peuvent défendre des choses qui sont convergentes contre la financiarisation des terres, mais il faut se rappeler que ces gens-là sont quand même nos ennemis à terme, et qu'il ne faut pas non plus forcément trop s'acoquiner avec eux, parce qu'on risque de rentrer dans des impasses, justement, dans nos alternatives.
Face à tout cela, évidemment, ça génère des résistances. Et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue théorique, c'est que ces résistances finissent toujours par s'agréger autour de la notion de commun. Alors avec un S, pas de S, avec un bien devant, pas de bien devant. Je ne lance pas forcément ce débat, on pourra revenir peut-être dans la discussion. Alors là, je vais lire directement mes notes pour être sûr de ne pas oublier, parce que c'est des choses qui peuvent devenir un petit peu techniques, et on pourra en rediscuter aussi, parce que moi je l'ai sous les yeux, mais je vais vous le dire une fois, et puis après ça va rester dans l'éther. La façon dont j'ai essayé de l'envisager, j'emprunte, hein, j'ai pas l'orgueil de dire que j'ai créé quoi que ce soit là-dedans, mais j'essaye de donner une définition qu'on pourra redécliner derrière. C'est l'idée d'une ressource, matérielle ou immatérielle, avec l'idée qu'une ressource est quelque chose au sens très large, qui n'hiérarchise pas le fait que les humains utilisent quelque chose soit mieux qu'autre chose. Donc c'est pas forcément un rapport de domination, mais c'est d'accepter nos contingences matérielles et de dire que les humains ont besoin de choses, et d'ailleurs il y a des ressources pour d'autres choses que les humains. Donc un sens très large de l'idée de ressource, et pas dans l'idée qu'on peut la détruire pour la détruire. L'idée que cette ressource et celle des fonctions sociales et écosystémiques qui y sont associées vont être posées comme principe absolu, c'est-à-dire que la préservation de la ressource est posée, c'est-à-dire que dans un écosystème, on peut détruire des choses, c'est même le fonctionnement du vivant passe par ces destructions, mais c'est pas Schumpeter avec la destruction créatrice, c'est l'idée que ces destructions ne doivent pas amener à l'épuisement de la ressource et rentrer dans des logiques extractivistes. Et donc c'est ces principes de renouvellement qui doivent être sauvegardés, donc qui est dans l'idée d'une économie des communs. Quand on institue une ressource en commun, on doit préserver des fonctions écosystémiques. Donc le fait que là où on habite, cette ressource comme lieu d'habitat va être préservée, et les fonctions sociales aussi qui sont associées. La Terre est liée à énormément de fonctions sociales, que ce soit de la nourriture, du paysage, de l'alimentation, de la santé, récréative, culturelle, religieuse, énormément de fonctions qu'on peut rattacher à la Terre, de fonctions sociales qu'on peut rattacher à la Terre. Ces principes absolus vont être réglés dans des règles d'accès et d'usage instituées en commun, définies démocratiquement au sein de communautés responsables. Et donc la vraie question, c'est comment on institue ces communautés, qui sont les communautés légitimes, et ça c'est un vrai débat à garder. Que ce commun n'est pas institué par essence, c'est pas parce que la Terre, par ses propriétés physiques, naturelles, matérielles, est un commun. Ça c'est ce que dit Paul Samuelson, pas du tout d'accord avec cet économiste. C'est parce que nous, sociétés humaines, décidons que c'est important de préserver la Terre, que nous allons l'instituer en commun. Donc c'est une décision humaine, politique, qui institue ou pas la Terre en commun. Et donc elle est instituée par la pratique de l'usage collectif, c'est-à-dire l'agir commun et non pas l'être commun de la Terre. Les usagers du commun sont liés aux autres usagers par la coproduction des règles d'usage, et ce qui se retrouve à être gouverné démocratiquement n'est pas le commun, n'est pas la ressource en elle-même. Vous pouvez essayer de gouverner la Terre et les vers de terre, je vous souhaite très bonne chance. Ce qui est gouverné, ce sont les usages humains du commun, et donc les interactions entre humains et les interactions entre humains et non-humains sur la Terre. Le commun, pour gérer l'interaction entre le ver de terre et le sol, ça ne sert à rien. C'est l'interaction tripartite entre le ver de terre, l'humain et le sol qui va nécessiter le commun. Le ver de terre se débrouille très bien avec le sol sans les êtres humains. Voilà un tout petit peu. Et donc, pour revenir, on est sur une décision politique qui vient bien s'opposer à cette vision du capitalisme qui est que c'est le marché qui va régir l'allocation des usages, qui va régir comment s'organisent les activités humaines sur un lieu. Et là, on est bien dans l'idée que c'est la décision politique, démocratique, je vous propose d'accepter ça comme principe, je pense que j'aurai pas trop de mal à vous convaincre dans cette assemblée, qui va régir l'accès à la Terre. Même s'il y a d'autres manières d'organiser les activités humaines, qui ne sont pas forcément mauvaises en elles, mais en tout cas, sur des choses aussi fondamentales que la Terre, plutôt que le marché, penser cette décision politique démocratique, coopérative, collaborative, inclusive, etc. Gardez en tête aussi que la Terre est le lieu d'autres oppressions que l'oppression capitaliste. J'irai pas plus loin là-dessus, mais je pense que c'est extrêmement important à garder en tête. Le patriarcat, le colonialisme, l'impérialisme vont aussi mobiliser la Terre comme vecteur d'oppression. Et donc, nos luttes anticapitalistes doivent penser les convergences et éventuellement les contradictions
qu'elles ont avec ces autres luttes contre les oppressions, ne pas s'y opposer. Et alors je sais que c'est un peu la tarte à la crème de la convergence des luttes, mais en tout cas très important, gagner des droits anticapitalistes, si ça amène à renforcer le patriarcat, aura peu d'avenir. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il va falloir penser. Et c'est pas si évident que ça, là, comme ça, dit comme ça, tout le monde est d'accord, c'est facile, mais on peut se rendre compte qu'il y a des moments où on peut rentrer dans des contradictions et qu'il faut se faire violence pour dire, ben non, ça passera dans un second temps après, et de toujours garder en tête ces choses-là. Mais voilà, des choses très très classiques, qui est que par exemple, aujourd'hui, personne ne pense l'accès au foncier des personnes racisées en France, ou de manière très embryonnaire, on a des camarades d'une association qui s'appelle A4, qui diffuse un peu partout dans des festivals comme celui-ci, un film qui s'appelle D'égal à égal, je vous invite à les rencontrer. Par exemple, il y a des mouvements sociaux en Grande-Bretagne, un mouvement qui s'appelle Land in Our Names, Lion, qui pense ça. Aujourd'hui en France, très peu de gens pensent à ça. C'est complètement en dehors de nos luttes, et d'ailleurs, si on fait un tout petit tour de table visuel dans l'assistance, je suis peut-être le moins bronzé d'entre vous, mais la colorimétrie de peau autour de la table est quand même plutôt claire. Donc il y a des questions sur lesquelles aujourd'hui on a du mal à se mettre au travail. Mais on peut faire la même chose sur l'accès à la terre des femmes en France. Hein. Dans le sud de la France, 10% de la propriété de la terre est féminine, par exemple. C'est le même taux qu'en Europe, un peu partout, c'est le même taux qu'en Inde. Donc voilà, on a ces questions-là qui se posent. Bon, je vais pas plus loin là-dessus parce que c'est pas le sujet du livre, mais je pense que c'est vraiment extrêmement important de le poser, et c'est rarement dit. En résulte, donc, sortir la terre du capitalisme. Qu'est-ce que ça peut nous amener à faire une fois qu'on a dit tout ça ? Ben, il faut démocratiser le gouvernement de la terre, réencastrer les questions foncières et agricoles dans les sphères sociales et environnementales, pas penser juste le foncier comme un outil économique fluide qui peut s'échanger contre de l'argent, puis on peut déplacer les travailleurs dessus ou le vendre à qui que ce soit. Annuler la rente foncière, donc tous les mécanismes de marchandisation de la terre, donc il faut les définanciariser, les démarchandiser, donc se relier à la terre comme un commun et non pas comme à une marchandise. Multiplier les usages et complexifier les pratiques agricoles pour s'opposer à l'abstraction capitaliste. Beaucoup plus simplement dit, développer l'agroécologie. Annuler l'extraction de la plus-value du travail paysan et plus généralement sortir des oppressions capitalistes infligées aux paysannes et aux travailleurs de la terre sur la terre. Si on fait tout ça, on a un programme de sortie finalement de l'agriculture et de la terre du capitalisme. C'est facile à dire. Non. Si on avance un tout petit peu là-dessus, qu'est-ce qui se passe en France ? À la Révolution française, on institue une propriété moderne de la terre qui sort du féodalisme. Pas pour dire que le féodalisme c'était chouette, c'était horrible, mais c'est un peu Caribe et Scylla, on arrive dans quelque chose de nouveau qui va pas forcément être bien mieux et qui institue l'idée d'une propriété absolue de la terre et du fait que le propriétaire va jouir de la manière la plus absolue de la terre, y compris avec la capacité à la détruire. Alors, ça c'est la théorie. En fait, ça n'a jamais vraiment été vrai puisque le Code civil est toujours en vigueur. C'est un article qui a été écrit sous Napoléon mais qui est toujours en vigueur, dit sauf les usages qui vont être prohibés. Et de facto, par exemple, on n'a pas le droit de bétonner la terre comme on veut. Il y a un droit de l'urbanisme, alors pas très efficace, je vous l'accorde, mais quand même un droit de l'urbanisme qui dit que des fois on n'a pas le droit de bétonner la terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces limites aux usages de la terre vont être posées par un État, et un État qui finalement accompagne assez facilement le développement du capitalisme, et surtout dans la période actuelle qui est une période néolibérale, se met au service du développement du capitalisme. Et donc en fait, les garde-fous posés par l'État vont être souvent assez peu efficaces, même si encore une fois, on va le voir après, ça peut être plus ambigu que ça. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que donc, le marché à l'état sauvage, entre guillemets, depuis la Révolution française jusqu'aux années 50, n'a pas été en capacité de faire rentrer l'agriculture dans le capitalisme. On a une agriculture fortement de subsistance dont les quelques excédents vont être vendus aux villes et aux autres secteurs d'activité et d'emploi. Et finalement, ça se passe très bien en France et le capitalisme vit très bien avec ça en France jusque dans les années 50. Sauf que l'idée du capitalisme, c'est d'être un système hégémonique et de s'étendre à tous les secteurs d'activité, pour des raisons très simples. C'est que quand le capitalisme investit un secteur d'activité, il fait beaucoup de profits,
Et puis, au fur et à mesure qu'il rationalise ce secteur d'activité, il fait de moins en moins de profit. Ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit, on pourrait y revenir si vous voulez, c'est un gros mot, mais ce qui fait que le capitalisme cherche toujours de nouveaux secteurs d'activité et de nouveaux secteurs géographiques pour s'étendre. Et donc, il y a un moment où, en France, il va falloir faire rentrer l'agriculture dans le capitalisme. Sauf que les propriétaires fonciers, qui sont eux-mêmes des capitalistes, en ont pas du tout envie, parce que ça veut dire renforcer le rôle d'acteur économique des paysans, et donc donner des pouvoirs aux paysans. Et donc, il va y avoir un mouvement assez intéressant de collusion entre l'État, certaines élites agricoles et les secteurs financiers, qui vont lancer cette modernisation agricole avec un grand récit qui va essayer d'embarquer la paysannerie là-dedans. C'est le récit technologique, voilà, un récit de puissance, un récit d'une science univoque qui va amener l'agriculture vers des jours meilleurs, qui va amener la sécurité alimentaire en France et qui va aussi en fait, faire détruire la paysannerie et les sociétés paysannes et libérer des bras pour l'industrie et le secteur tertiaire pour pouvoir aussi industrialiser la France et tertiariser la France. On dit souvent que c'est pour libérer des bras pour l'industrie, mais en fait, si on regarde les statistiques, les vases communicants d'actifs agricoles passent autant de l'agriculture vers le secondaire que l'agriculture vers le tertiaire. Donc ça c'est très intéressant, mais il y a Pierre Bitoun qui intervient demain, donc je lui laisserai le soin de développer ça plus fortement. Mais on a vraiment cet enrôlement des agriculteurs, et donc les agriculteurs vont s'enrôler tambour battant dans leur autodestruction. Ça c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal, et qui ne s'est pas passé comme ça ailleurs en Europe. C'est un peu une spécificité française en fait. Il va y avoir beaucoup plus de résistance paysanne ailleurs. Ce qui veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des résistances paysannes, il va y avoir des résistances au remembrement, il va y avoir tout un tas de choses qui vont générer d'ailleurs un certain nombre de souffrances. Pierre en parlera certainement demain aussi. Et avec des résistances aussi équivoques, puisqu'il va y avoir des résistances conservatrices, qui vont vouloir garder les sociétés paysannes millénaires, civilisationnelles, qui font la grandeur de la France, chose auxquelles moi je suis assez peu attaché, et je pense que beaucoup de gens autour de la table seront assez peu attachés. Et puis des résistances paysannes, progressistes, là on pense aux travailleurs paysans qui vont lutter contre ça, dans l'idée que finalement les paysans sont la fraction des travailleurs de la terre dans la lutte des classes, et qui vont donc se battre pour s'émanciper dans le cadre de cette lutte des classes. Ça me permet de faire un tout petit aparté sur l'idée, finalement, qu'est-ce qu'un paysan, qu'est-ce qu'une agriculture paysanne? C'est une agriculture de travailleurs qui vise finalement à nourrir le travailleur et à nourrir son territoire, et qui ne vise pas à considérer que l'agriculteur est un capitaliste, petit patron qui va faire fructifier un capital. C'est autant une posture dans la société qu'une définition positive, dans le sens où aujourd'hui un paysan, même de la Confédération paysanne, investit du capital et rentabilise aussi du capital, pas par choix, mais parce qu'il est dans une économie capitaliste. En tout cas, c'est le fait que le paysan va se considérer avant tout comme un travailleur, avant de se considérer comme un capitaliste, et donc il va prendre part dans les luttes sociales et dans les rapports de classe, comme quelqu'un qui va lutter pour l'émancipation, et pas comme quelqu'un qui va lutter pour conserver sa position de dominateur. Et je pense que ça, c'est aussi extrêmement important à garder en tête. C'est un peu désuet comme langage, mais on a vu les tracteurs de la Confédération paysanne dans les manifs retraites, et c'est bien la cristallisation concrète de cette posture dans la société. Qu'est-ce que la modernisation va créer comme institution en rapport au foncier? Puisqu'on voit bien que l'accès à la terre comme outil de production va être central là-dedans. Elle crée en 1946 le statut du fermage, c'est-à-dire que toute location agricole est réglementée en France, que son prix, le prix du bail, la durée du bail, les conditions du bail, l'autonomie du paysan dans le contrat de location sont fixés dans le droit. Le propriétaire n'a quasiment plus de marge de manœuvre. Certains juristes parlent d'un quasi-droit de propriété du fermier. Donc le fermier, farmer en anglais, c'est agriculteur. Donc souvent on pense que fermier, c'est un agriculteur. Non. Le fermier, c'est le locataire du bail à ferme, du bail rural. C'est le bénéficiaire du statut du fermage. Donc le fermier, c'est le locataire agricole. Le fermier a un vrai droit de long terme. C'est un droit d'ailleurs qui peut se transmettre à ses héritiers. On est dans un droit familial. Et donc c'est quelque chose qui a été vécu comme
une grande conquête sociale. C'est un statut qui est institué par le Conseil national de la résistance. C'est François Tanguy-Prigent, un militant breton, paysan breton, voilà, alors, gauche sociale, catholique, mais vraiment, voilà, ce qui est considéré comme une grande conquête. Et d'ailleurs, si vous discutez, enfin, j'ai certainement des camarades de la Confédération paysanne, et moi je le défends aussi quand je bosse pour Terre de Liens, le statut du fermage est une conquête sociale. Mais c'est une conquête sociale ambiguë, puisque c'est une conquête sociale qui est aussi une étape nécessaire pour l'entrée de la finance dans l'agriculture et de l'agriculture française dans le capitalisme. Donc, parce que ça va permettre de s'endetter. Si on peut accéder sur la terre sur le long terme, on peut s'endetter sur le long terme, et donc on peut faire rentrer la finance sur le long terme, on peut acheter des semences à crédit, parce qu'on sait qu'on pourra faire de l'argent sur du long terme pour rembourser ce qu'on a payé. Deuxième mouvement, les années 60-62, c'est vraiment là qu'on généralement on situe la modernisation agricole, et c'est les outils de régulation de l'accès au foncier. Donc on va créer deux statuts, la régulation de l'accès à la terre par la location, ce qu'on appelle le contrôle des structures. Pour accéder à la terre, pour louer une terre, il faut avoir l'autorisation du propriétaire. Ça, c'est la propriété moderne. Vous demandez l'autorisation du propriétaire, qui a le droit ou pas de vous louer la terre. Mais il faut aussi l'autorisation de l'État, ce qu'on appelle l'autorisation d'exploiter. Ça, c'est moins connu. C'est quand même quelque chose de complètement fou. Vous n'avez pas le droit de cultiver une terre en France si vous n'avez pas l'autorisation de l'État. C'est plus ou moins bien appliqué, mais c'est un droit en vigueur. Et l'État est censé donner l'autorisation sur des règles qui sont fixées dans un schéma directeur qui s'appelle aujourd'hui le schéma directeur régional des exploitations agricoles. C'est l'ancien schéma des structures pour ceux qui connaissaient ça. Et donc il y a des objectifs de politique publique qui sont donnés à qui a le droit d'accéder à la terre en location. Encore une fois, c'est appliqué de manière très hétérogène et pas forcément très bien sur les territoires. Les schémas en eux-mêmes sont souvent rédigés par la FNSEA, elles ne sont pas forcément les meilleurs du monde, mais ce sont des outils qu'on peut mobiliser concrètement dans des luttes. C'est d'ailleurs, par exemple, au moment de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est des outils juridiques qui ont été mobilisés par certains zadistes pour sécuriser leur accès au foncier après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est des législations qui sont intéressantes. Mais c'est aussi des législations qui ont permis de dire qui étaient les bons agriculteurs et les mauvais agriculteurs, et donc quels agriculteurs on devait virer de la terre au moment de la modernisation agricole. Donc vous voyez, toujours cette ambiguïté de gain de droits des paysans et d'entrée du capitalisme dans l'agriculture. La deuxième institution en 1960-62, c'est la société les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, que vous connaissez certainement sous le nom de SAFER, qui, elles, vont réguler les ventes de terres. Et donc ils vont pouvoir avoir un droit de préemption et s'interposer dans une vente de terre, éventuellement en révisant le prix de la terre, donc en régulant le prix de la terre à la baisse. C'est pas rien. C'est une grosse atteinte aussi au droit de propriété. Donc on voit bien que ces institutions viennent encore une fois bloquer la fraction propriétaire des capitalistes, propriétaire foncière des capitalistes, pour permettre le développement de l'agriculture. Encore une fois, ce sont des institutions qui sont extrêmement corporatistes, extrêmement dépendantes de la FNSEA, même si elles ont des gouvernances beaucoup plus compliquées que ça, où il y a des élus locaux, où il y a des représentants de la société civile, il y a aussi des organisations environnementales qui siègent en SAFER, par exemple. On pourra revenir dans la discussion, si vous voulez, sur pourquoi ça ne fonctionne pas forcément fantastiquement bien. Et puis, enfin, je fais aussi une petite digression. Donc, moi, j'ai bossé aussi pour les SAFER au début de ma carrière professionnelle. Voilà, et c'est des institutions où je me suis fait traiter de communiste, moi, quand je préemptais des terres pour la SAFER. C'est assez drôle. Voilà, donc j'expliquais aux gens que c'était drôle parce que ça avait été mis en place par le général de Gaulle et que c'était difficile de penser que le général de Gaulle avait mis en place des choses communistes, même si, en fait, quand on pense à la Sécu, c'est peut-être pas tout à fait faux. On y reviendra peut-être dans la discussion aussi. Donc voilà, en tout cas, deux marchés d'accès à la terre, par la location et par la vente, qui sont régulés par des institutions parapubliques qui sont liées à la cogestion, c'est-à-dire à l'action de l'État et à l'action des syndicats agricoles, et notamment du syndicat majoritaire, même si au moment où ces institutions se mettent en place, en fait, le syndicalisme agricole est complètement unifié. Donc il y a une univocité du syndicalisme agricole et dont on hérite aujourd'hui, c'est-à-dire que les institutions ont été faites sur l'idée qu'il y avait un seul syndicat agricole, alors que maintenant il y en a plusieurs, mais elles fonctionnent toujours comme s'il n'y en avait qu'un seul, ce qui pose aussi quelques problèmes, évidemment. Dernière pierre sera l'édifice, la PAC, et le fait de financer, donc on va financer les bons agriculteurs, les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire les pratiques agricoles industrielles, puisqu'on rentre dans le capitalisme, et donc la politique agricole commune va aussi jouer dans ce sens-là. Aujourd'hui, la politique agricole commune est fortement basée sur des subventions à l'hectare. Or,
ça recrée une rente, c'est-à-dire que le fermage dit le loyer des terres va être bas, donc la rente, vous voyez bien, le rapport foncier a été bloqué par le statut du fermage, mais la PAC dit vous allez gagner de l'argent parce que vous avez des surfaces. Donc elle recrée artificiellement une rente, et donc elle fait re-rentrer la rente foncière par ce biais-là. Donc là, on a un vrai problème aussi, et ça construit, donc la valeur de la terre est construite par les subventions publiques. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant en soi. Dernier point, ces systèmes de régulation foncière vont être contournés à partir des années 2000 et au tournant des années 2010 par le fait que l'agriculture est de plus en plus le fait d'une activité de société, c'est-à-dire que les fermes vont devenir des sociétés qui regroupent des agriculteurs et le plus souvent aussi des apporteurs de capitaux qui ne sont plus des agriculteurs, qui ne sont plus des travailleurs de la terre. Donc l'activité agricole se sociétarise, se financiarise, puisqu'il y a des apports de capitaux extérieurs à l'agriculture, et qu'il va devenir possible en fait, d'acheter des terres avec des sociétés, donc ça c'est régulé par la SAFER, de louer des terres par les sociétés, ça va être réglé par le contrôle des structures, mais ensuite de vendre les parts de société, qui vont donc pouvoir, si vous prenez plus de 50% des parts d'une société, vous prenez le contrôle de la société, vous prenez le contrôle des terres qu'elle possède, des terres qu'elle loue, mais vous ne passez plus devant la régulation. Donc vous avez une société familiale à peu près correcte qui rentre dans les objectifs de politique publique, vous achetez, vous louez de la terre, vous partez à la retraite, vous revendez les parts sociales de votre société à des investisseurs qui ne sont plus des travailleurs agricoles, vous avez constitué une firme d'exploitation agricole hyper capitaliste, vraiment le truc dégueu qu'on ne veut pas, et que même les politiques publiques ne veulent pas, mais il n'y a plus de possibilité de contrôle puisque vous vendez des parts de société, vous ne vendez pas ni louer de la terre, donc il n'y a plus de contrôle. Donc, il y a eu donc ça a été un moyen détourné d'accaparer de la terre, et les accaparements de terre se lancent en France aujourd'hui et passent par ces mécanismes. Ça représentait en 2021 200 000 hectares de terre par an. Pour vous donner une idée, les ventes chez les notaires de terre, c'est 450 000 hectares par an. Donc on est vraiment sur quelque chose de massif, et on est sur un début d'accaparement des terres, notamment par des firmes agroalimentaires en France. On devait intervenir avec Lucille Leclerc, malheureusement Lucille n'est pas là. Lucille a écrit un bouquin qui s'appelle Hold Up sur les terres, qui décrit comment Fleury-Michon, L'Oréal, un producteur de riz qui s'appelle Euricom en Camargue, etc., vont accaparer des terres. Pierre Fabre, pour des plantes à parfum, etc., vont accaparer des terres en France à travers ces mécanismes-là. Néanmoins, ça a aussi suscité beaucoup d'indignation, et donc le législateur s'est senti forcé d'essayer de s'attaquer à ça. Il y a eu tout un imbroglio, puisqu'il y a une première loi qui passait en 2017, mais qui a été censurée par le Conseil constitutionnel pour atteinte au droit de propriété. Donc on voit que voilà, ces enjeux-là finalement, issus de la Révolution française sont toujours actifs aujourd'hui de manière très prégnante dans le débat politique. Finalement, je ne vais pas plus loin, un contrôle du transfert de parts sociales de sociétés qui possèdent ou louent de la terre a été voté en 2021 et est rentré en vigueur début 2023, ce qu'on a appelé la loi sans passe-tout. On pourra aussi y revenir si on a des gens qui ça intéresse. Mais ça a été très mal dimensionné, de façon à dire on a fait quelque chose, mais ça ne va pas servir à grand-chose pour autant. Mais c'est intéressant de voir que cette régulation, on pourrait dire, on est finalement avec un gouvernement plutôt libéral, qui veut lever les freins au développement de l'entreprise, etc., et qui se retrouve à promouvoir une loi de la régulation du foncier en 2023. Je vous parlais de passion française, on est encore dans cette passion française. Il me reste combien de temps, camarades ? Je sais pas. 15h15, ouais, ça fait 1 heure que tu parles. Ah, ça fait 1 heure que je parle, waouh. Allez, sur les choses un peu concrètes. Je vais boire, parce que la terre c'est bien l'eau aussi. Plus que 2 heures. C'était le contrat. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour quand même qu'on puisse échanger. Et puis moi, je suis là jusqu'à dimanche, donc après on peut boire des coups, manger ensemble et tout. Je suis hautement corruptible, il n'y a pas de souci. La propriété collective, donc de dire finalement, dans la société dans laquelle on vit, le moyen d'accéder à l'usage le plus simple, c'est la propriété. Et donc, même les mouvements militants qui sont contre la propriété moderne vont essayer de devenir propriétaires pour travailler ça. Alors, la première chose à garder en tête, c'est qu'il y a un statut de la propriété commune qui existe en France, c'est l'article 542 du Code civil, je crois. Je parle... Alinéa 3, je crois.
Je vous invite à lire le petit livre La propriété de la terre de Sarah von Uxem où c'est très bien expliqué. Ce sont les communaux et les sectionaux. Je ne vais pas plus loin. Sauf que ça, c'est tombé en déshérence. C'est gardé sur les terres les moins productives, considérées comme les moins productives de terre en France, parce que la productivité de la terre est une construction sociale. Au début du XXe siècle, les meilleures terres sont ce qu'on appelle les prairies naturelles, les prairies qui ne sont pas ressemées. Aujourd'hui, c'est les pires terres de France. Donc c'est une construction sociale, la valeur agronomique de la terre. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas investi et qui a essayé d'être transformé en propriété des communes, alors que c'était propriété des communautés habitantes. Je vous renvoie vers Sarah von Uxem, elle explique ça vachement mieux que moi. Mais globalement, ça ne marche pas. On a aussi des collectivités territoriales qui essayent de devenir propriétaires de terres, notamment parce qu'on a aussi des collectivités territoriales qui deviennent productrices agricoles, ce qu'on appelle les régies de production agricole, ou qui envisagent le fait que maîtriser des terres à certains endroits, ça va permettre stratégiquement de produire l'alimentation de leur territoire. Et pas forcément que dans des dynamiques de coopération avec le capitalisme, mais aussi dans des dynamiques de résistance au capitalisme. Les collectivités territoriales sont des lieux, des arènes de conflits politiques extrêmement intéressants à investir. Néanmoins, il n'y a pas de mouvement global de nationalisation des terres ou de communalisation des terres au sens collectivité territoriale, municipalisation des terres. Il n'y a pas de visée globale aujourd'hui en France qui irait vers ça, même si voilà, il y a des collectivités qui deviennent propriétaires de terres. Bon, on pense à Montsartou, c'est un peu la tarte à la crème. Voilà, ils ont repris un domaine agricole qui était en zone urbaine, ils l'ont requalifié en zone agricole, ils ont fait une moins-value de 4 millions d'euros, ils l'ont remis en agriculture et ils produisent l'alimentation de leur cantine dessus, ils font de la pédagogie auprès des enfants là-dessus. Bravo les gars, bravo les meufs, super. Mais c'est pas massif. Mais ça existe et il faut le souligner. Pour le coup, je fais la petite pub Terre de Liens. Il y a un site qui s'appelle Récolte. Vous tapez Récolte, Terre de Liens. C'est en partenariat avec l'INRA et on regarde toutes les initiatives foncières menées en collaboration avec des collectivités territoriales. Vous verrez que c'est beaucoup plus divers que le peu que j'en dis ici. Je pense que c'est extrêmement intéressant et c'est des choses que vous pouvez mener sur vos territoires, vous pouvez accompagner sur vos territoires et je vous invite fortement à le faire. La deuxième chose qui se monte, c'est que cette sociétarisation de l'agriculture dont j'ai parlé, elle passe aussi dans une sociétarisation de la propriété et une sociétarisation de l'économie en fait. C'est pas juste l'agriculture, mais qui se base aussi dans la propriété agricole. Et donc vont être créées des structures de propriété collective, plutôt familiales au départ en France, au tournant des années 70-80. Ça va être les groupements fonciers agricoles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a très vite des agriculteurs se rendant compte qu'il y a les sociétés rurales vont être des sociétés de moins en moins paysannes et que donc la propriété de la terre va sortir des sociétés paysannes. Il va falloir penser la propriété de la terre différemment et vont investir cette question de la propriété de la terre à travers ces groupements fonciers agricoles avec leurs voisins et pas uniquement avec leur famille ou avec leurs pères agriculteurs. Et ce premier mouvement, c'est celui des GFA de la Marne, par des gens vraiment FNSEA bon teint, mais qui vont faire un premier geste spéculatif qui est de dire la propriété de la terre ne pourra pas rester celle de nos familles et de nos collègues agriculteurs. Et donc il va falloir qu'on implique les capitaux de nos voisins qui ne sont plus agriculteurs, qui ne sont plus issus de familles paysannes, pour posséder la terre et continuer à nous la louer. Et donc ça va être ce premier exemple de mutualisation de l'accès à la terre. Donc ça, c'est une première chose. Et ce modèle-là va être diffusé ensuite auprès de tout un tas de militants qui veulent développer l'agriculture biologique et qui vont le faire, et c'est exactement ce qui s'est passé à Malin ici. Et puis, aux alentours des années 2000, il y a des gens qui disent « ça c'est bien joli, mais c'est quand même très fatigant de devenir propriétaire collectif avec 100, 200 personnes, vous verrez comment vous serez fatigué dans 30 ans. 260 à Malin, et qui disent « ça serait bien qu'on arrive à avoir un système un peu plus grand qui permet de faire ça à plus large échelle et de pouvoir faire rentrer et sortir les gens de manière plus fluide. » Et ça va être la création de Terre de Liens, qui va utiliser une forme sociale un petit peu particulière, qui s'appelle la société en commandite par action, qui permet de séparer la gestion du capital de la gestion du patrimoine. C'est la même forme d'ailleurs que pour le groupe Muliez qui gère Decathlon et Auchan, mais mis au service de quelque chose d'un petit peu plus vertueux. Je ne fais pas trop de dessins. Et puis il y a des gens qui disent « c'est bien joli, mais ça pose quand même tout un tas de problèmes et ça serait mieux d'avoir une gouvernance coopérative. » Il y a des gens qui ont monté des sociétés coopératives d'intérêt collectif pour acheter du foncier.
Alors là, je fais du pro-domo parce que je connais bien ce système-là. C'est ce que va faire Passeur de Terre, qui a été aussi monté par Terre de Liens en Pays de la Loire. La forme SCA a été reprise par les Basques pour faire une foncière basque qui s'appelle l'Urzandia. Voilà. Toutes ces formes restent des formes capitalistes où il y a des gens qui mettent de l'argent, alors sans que le capital soit rémunéré, donc on n'est pas dans quelque chose, dans une logique financière, puisque c'est un rendement de placement à 0%, mais qui reste une forme de capital, donc il faut garantir le capital vis-à-vis de ces gens-là. Et donc il y a tout un tas de gens qui vont dire c'est pas cool parce que pour sortir du capitalisme, il faudrait ne pas avoir de compte à rendre à des gens qui ont de l'argent, quand bien même ces gens ne perçoivent pas de dividendes, ne perçoivent pas de rente foncière. Et donc il y a d'autres gens qui vont investir des fonds de dotation, des fondations ou des associations qui vont récolter des dons et qui donc vont à un moment dire aux donateurs ce qu'ils vont faire des terres, mais après ne vont plus avoir de compte à rendre à personne. Et donc c'est la Fondation Terre de Liens, mais c'est aussi les fonds de dotation. Donc on pense aux fonds de dotation qui s'est monté à côté de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a la foncière Antidote aussi qui s'est montée sur ces modèles-là. Le truc qui est compliqué, c'est que ces statuts de fonds de dotation et de fondation sont très peu démocratiques et que finalement le fait d'avoir des actionnaires ou des porteurs de passe sociale oblige à organiser la démocratie à travers ces gens-là et donc d'organiser une première communauté d'acteurs, ce que les fonds de dotation ne permettent pas de faire. Et donc ces fonds de dotation vont devoir s'associer à des collectifs formels ou informels. Donc c'est l'Assemblée des usages de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'association Les Passagères de l'usage pour le fonds de dotation. Et tout ça nous amène à penser que cette idée de collectivisation de la terre, en fait, est obligée de passer par des formes sociales juridiques qui sont totalement imparfaites, qui sont très capitalistes et qui, en fait, nous mènent dans des contradictions assez importantes. On pourrait y revenir. Ce qui est important à garder dans toutes ces actions, même si elles ont des visions et des formes d'action très, très diverses, c'est qu'elles elles visent à la non-lucrativité. C'est-à-dire que les gens qui placent de l'argent éventuellement, les gens qui donnent de l'argent, ne vont pas avoir un retour sur investissement après, même s'ils peuvent défiscaliser et donc gagner quand même un petit peu d'argent. Elles vont être démarchandisantes, c'est-à-dire que les terres sont achetées pour ne pas être revendues, donc elles sont sorties du marché. C'est de l'anticapitalisme primaire, mais quelque part ça marche, on ne participe plus à la spéculation foncière. Elles vont s'insérer dans des projets de territoire, elles vont être louées à des paysans qui s'engagent dans des pratiques agroécologiques, et elles vont viser un but de transformation sociale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Elles permettent d'expérimenter une gestion qui pourrait être une gestion comme en commun, même si on voit que la constitution de la communauté légitime des usagers de la terre, les usagers de la terre, c'est pas forcément que les paysans, les travailleurs de la terre, ça peut être les gens qui en vivent, qui en nourrissent, qui habitent, etc. Mais en fait, elles pensent cette constitution de la communauté, mais elles l'aboutissent pas forcément, puisque tous les acteurs, tous les usagers de la terre ne vont pas forcément être dans les communautés gouvernantes de ces terres. Et elles butent souvent aussi sur les faibles moyens qu'elles ont pour organiser la démocratie. La démocratie, c'est chronophage. Et donc, dans nos sociétés, c'est onéreux. Et c'est difficile d'organiser la démocratie là-dedans. Le dernier point, c'est que toutes les terres ne sont pas à vendre, que les terres ne coûtent pas si cher que ça en France, mais si on prend 28 millions d'hectares de terres multipliés par 6 000 euros l'hectare en moyenne, ça fait une somme assez considérable à réunir. Et que donc, la sortie des terres du capitalisme ne peut pas être pensé uniquement par ces méthodes-là. Donc il va falloir penser autre chose. Et j'en arrive finalement, et je vais finir là-dessus, même s'il y aurait 10 000 autres choses à dire, c'est que si on veut penser les gestes stratégiques de sortie de la Terre, il faut évidemment intensifier ça, mais il va falloir penser d'autres relations, d'autres institutions. Et moi, ce que j'aimerais proposer là-dedans, c'est de penser les institutions de la régulation foncière, et notamment le contrôle des structures. Finalement, si on est capable aujourd'hui d'avoir un droit qui dit que l'État peut dire qui peut louer ou pas la terre, et que ce système qui est hautement interventionniste, qui est complètement antilibéral, est accepté, y compris par la FNSEA, n'est pas remis en cause par la FNSEA. La FNSEA s'est opposée à la destruction de ce système il y a 5 ans, lorsqu'il a été proposé par certains politiques. Donc on a quelque chose qui est consensuel dans l'action et qui est la décision politique décide de qui a le droit d'accéder à la terre, qui est exactement ce que je définissais comme sortie de la terre du capitalisme. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut dupliquer ces institutions, mais dans un but émancipateur anticapitaliste et non pas dans un but corporatiste du maintien et du développement de l'agro-industrie, ou est-ce qu'on peut subvertir les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui pour le faire. Et là-dessus, finalement, alors je vais un tout petit peu te contredire sur ton introduction, nous on a identifié, c'était avec les camarades de Reprise de Terre, 4 tactiques. Donc il y a bien
la tactique d'appropriation collective de la terre, il y a cette tactique de mettre en œuvre un rapport de force et de proposer des idéologies alternatives, des récits alternatifs, parce qu'on ne fait pas de politique, on n'endrague pas les gens dans une aventure politique sans récit. Et donc, c'est les contre-récits de la modernisation aujourd'hui, c'est le récit des communs, et c'est exactement ce que fait les Soulèvements de la Terre, avec un travail magnifique de reformulation des débats qui permettent de faire venir des gens qui se décrivent comme non violents en soutien à des sabotages d'infrastructures, ce qui est quand même un geste politique magique. Franchement, voilà, bravo aux gens qui ont réussi à initier ça. À ça s'ajoutent deux gestes. Le geste de récupération de l'usage hors la propriété, ce qui est un petit peu ce que je viens de dire, comment on travaille l'accès à l'usage en se départissant de la propriété. Donc comment quelque part on fait du droit de propriété un droit vide, on suit cet axe du capitalisme financier qui dit finalement la propriété doit s'effacer par rapport à l'usage, sauf qu'au lieu que ça soit l'usage économique, il faudrait qu'elle s'efface face à l'usage de la subsistance. Donc ça, c'est la proposition politique que j'essaye de faire dans l'ouvrage. Et le dernier point, c'est de garder un pied dans la sphère de la lutte pour les droits à la terre, les droits de la terre. Je ne dis pas plus sur les droits de la terre, il y a Sophie Gosselin qui va en parler juste après, mais vraiment on s'inscrit là-dedans. Et donc comment on crée des nouveaux droits et comment on considère le droit comme un champ de lutte, pas comme une instance réactionnaire conservatrice ou une instance petite bourgeoise, mais comme un vrai champ de lutte. Et donc comment l'institution du droit peut être un champ de lutte émancipateur, et donc comment on ne s'interdit pas non plus d'aller à l'Assemblée nationale et de se battre pour gagner des nouveaux droits et de saisir toutes les opportunités politiques qui nous permettraient de gagner des nouveaux droits. Si on arrive à intensifier ces 4 pratiques, à les articuler et à garder en tête qu'elles doivent nous permettre de constituer des institutions aujourd'hui dans le capitalisme, mais qui peuvent survivre au capitalisme, exactement comme la sécurité sociale. Le geste politique de la sécurité sociale, c'est de créer une institution anticapitaliste dans le capitalisme, mais qui pourrait survivre à son dépassement. Si on garde ces principes d'action en tête, on peut penser aujourd'hui des institutions et pousser ces institutions foncières, qu'on les fasse passer par des luttes locales ou par du plaidoyer politique, et d'articuler les deux et de cesser d'opposer réformisme et lutte radicale, parce que finalement c'est assez stérile et ça ne nous a pas amené à grand chose sur les 50 dernières années, mais d'essayer de les articuler sans être naïf sur les gens avec qui on va faire des alliances pour passer des mesures politiques, mais en étant stratège pour faire les bons gestes politiques. Merci beaucoup Tanguy, c'était hyper clair et hyper intéressant. On a encore du coup un quart d'heure à peu près, 20 minutes pour discuter, donc c'est bien, merci aussi pour ça. Bon, Parce que on a je pense... toute la soirée. Et on a toute la nuit, voilà. J'ai l'impression, donc on va prendre ceux qui veulent voilà, peut-être prendre la parole. J'ai un premier commentaire plutôt sur la deuxième moitié de ton intervention. J'ai l'impression que tu es passé un peu vite, même si tu l'as évoqué, mais c'est normal. Sur l'influence, mais j'allais dire l'influence première, fondamentale du corporatisme agricole. Et est-ce que dans les verrous à faire sauter, à la SAFER, dans le contrôle des structures, dans les comités techniques divers et variés, les CDOA, etc., qui sont en fait des institutions qu'on pourrait se réapproprier, mais qui aujourd'hui sont complètement, j'allais dire, dans les mains, effectivement, de la profession agricole dominante. Est-ce que tu vois une perspective possible et concrète pour casser le corporatisme agricole aujourd'hui, qui est en fait, pour moi, le premier verrou? Alors, oui. C'est déjà une bonne nouvelle. Non, alors, il y a un vrai mythe, mais qui est un mythe qui, pour le coup, date de la fin du 19e siècle, qui est le mythe de l'unité agricole. Donc, le vrai travail, c'est comment on s'attaque à casser ce mythe de l'unité agricole et de montrer les diversités d'intérêts des agriculteurs, des paysans et les lignes de fracture. Et aujourd'hui, les intérêts d'Arnaud Rousseau, qui exploite 700 hectares
avec sa femme, le président de la FNSEA, voilà, qui, pour produire des holoprotagineux pour une structure qui s'appelle Avril et qui possède les huiles Lezieur, par exemple. Donc c'est un peu l'anti-Léo Coutelec. Voilà, vous voyez un petit peu vous avez le panorama global entre les deux. Ces intérêts directs ne sont pas les intérêts de la plupart des gens qui votent pour la FNSEA. Donc il y a un vrai travail d'arriver à fissurer ce que Gilles Luneau a appelé la forteresse agricole. Et donc là, il y a un vrai travail, mais qui aujourd'hui est approprié, notamment à travers un collectif qui s'appelle le collectif Nourrir, qui est la suite de ce qui s'appelait Pour une autre PAC, et le collectif pour les transitions alimentaires citoyennes, PCTA, je ne vais pas décliner le sigle, mais voilà. Donc là, il y a tout un tas d'acteurs de la société civile, environnementalistes, agricoles, paysans, mais pas que, de santé, de solidarité internationale, de bien-être animal, qui s'allient et qui commencent à réfléchir à ça. Moi, une des pistes que je vois là-dedans, ça va être la question du rapport à l'élevage. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se reconfigurer autour de la relation à l'élevage, au bien-être animal. Et en fait, la relation à l'animal force à repenser l'agriculture de manière différente. Et je pense qu'il y a moyen, à travers ça, dans cette médiation du rapport à l'animal, il y a des nouveaux fronts, des nouvelles questions qui se créent et qui ne sont pas forcément dans les dichotomies qu'on a l'habitude de faire, ce qui nous oblige à aller travailler aussi avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de bosser. Je pense notamment à une institution qui s'appelle Interbev, qui est l'interprofession des viandes bovines. Ce pas des gens avec qui c'est facile de discuter, ce pas des gens avec qui on est d'accord sur tout, mais qui sont positionnés en fait dans des contradictions telles que pour sauver finalement la viande, ils sont obligés de faire des gestes politiques qui vont directement dans le sens de ce qu'on fait. Et donc là, il y a des reconfigurations qui sont en train de se mettre en place. Il va falloir qu'on soit extrêmement stratège, quitte à avaler quelques couleuvres. Moi, j'ai appris au Cameroun qu'on pouvait manger du serpent et que c'était pas forcément mauvais. Voilà, il va falloir faire ça. Un des mouvements historiques pour casser le corporatisme agricole, c'est la naissance de la Confédération paysanne à la fin des années 80, et le mouvement qui a suivi dans les années 90, qu'on a appelé l'agriculture citoyenne, qui a donné naissance aux AMAP, qui a donné naissance au JFA citoyen, qui a donné naissance au mouvement Terre de Liens. Donc je pense que l'alliance vertueuse entre les paysans et les citoyens et les habitants, c'est une façon aussi de casser le corporatisme agricole. Bien sûr. De façon non institutionnelle, de façon plutôt coopérative, territoriale, et ce qui manque, c'est la visée institutionnelle pour casser ce corporatisme. Alors, je suis sûr que vous avez des questions, parce qu'il faut quand même qu'on puisse échanger. Je peux faire circuler... Ah, mais il y a un micro. Il y a un micro qui marche. Voilà. Des remarques, hein, c'est pas obligé que ce soit des questions. On fait plouf plouf. Ouais. Merci. Ma question, c'est que vous avez abordé le fait que les collectivités territoriales, certaines, auraient acheté des terres pour nourrir leur territoire et dessus poser du coup des personnes qui allaient travailler la terre mais qui allaient être salariées de la collectivité territoriale. Ce qui m'interroge, c'est qu'on parle beaucoup de l'indépendance du paysan, et du coup le salariat semble être problématique en agriculture. Et parce que des fois je me prends à rêver que chaque commune pourrait avoir son maraîcher ou sa maraîchère salarié de la commune, et qu'il n'y aurait pas toutes les problématiques qu'il y a à trouver une terre quand on ne vient pas du milieu agricole. Elle est où ma question là-dedans? En fait, c'est surtout c'est que ça fait des nœuds. Ouais, ça fait des nœuds dans mon cerveau. J'aurais envie que ça aille du côté des collectivités territoriales et du salariat par le biais des collectivités territoriales, parce que je me dis que ça produirait moins de souffrance pour les personnes qui veulent travailler la terre. Mais de l'autre côté, il y a cette question de l'indépendance des paysans. Et est-ce que vous voulez bien m'aider à défaire les nœuds de mon cerveau, s'il vous plaît? Ouais, alors, je pense qu'est-ce qu'il faut... On a cette habitude de chercher des solutions univoques, techniques. Moi, le premier, j'ai une formation d'ingénieur, j'adore faire ça. Et après, il faut se redéconstruire la tête. Comme il n'y a pas de statut parfait aujourd'hui pour faire de la propriété collective, il n'y a pas de statut parfait pour faire de l'exploitation agricole. Et c'est-à-dire que, franchement, un maraîcher qui va bosser 35 heures par semaine avec 5 semaines de congés payés
payer au minimum le SMIC avec une garantie de l'emploi jusqu'à sa retraite. Je ne sais pas s'il y a des paysans dans la salle. Vous signez ou vous ne signez pas? Voilà. Donc, c'est une des manières possibles d'envisager les choses. Donc après, se pose une question syndicale, qui est quel est le rapport du maraîcher fonctionnaire à sa collectivité. Et voilà, les questions syndicales, elles se résolvent à travers les syndicats, et c'est très bien. Et il y a d'autres lieux où on va avoir des gens qui ne voudront pas forcément faire ça, qui auront peut-être d'autres façons d'envisager les choses, et qui vont vouloir s'installer comme paysans, tout seuls, en collectif, à travers des formes assez classiques, type groupement d'agriculture en commun. On discutait hier, ici, il n'y a pas de GAEC, il y a des entreprises individuelles à poser parce que chacun a besoin de définir son rapport au travail et que voilà, il y a des gens qui ne voudraient pas forcément être fonctionnaires là-dedans. Il y a des gens qui vont se mettre en société coopérative pour faire de l'agriculture, ce qui pose tout un tas d'autres problèmes statutaires. Et en fait, chacune de ces expérimentations va tirer des fils et sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, sont toutes à articuler les unes avec les autres. Ce qui est important, c'est que dans chacune de ces expérimentations, on garde des grands principes contre l'exploitation des travailleurs, contre le pillage de la terre. Et donc, je ne pense pas que ça soit la fin. La régie agricole de production, c'est pas la fin de l'indépendance paysanne. Et l'indépendance paysanne est... je suis hyper d'accord avec toi, hein, cette émergence de l'agriculture paysanne, de l'agriculture citoyenne est intéressante, mais il y a aussi un conflit interne dans ce camp-là entre l'agriculture citoyenne et que les citoyens vont à un moment dire aux gens de la Confédération paysanne, aux paysans de la Confédération paysanne, vous devriez faire ça. Et les paysans de la Confédération paysanne, ils n'aiment pas trop ça qu'on vienne leur dire ce qu'ils devraient faire. Et donc, il y a comment on régule, comment on gouverne cette façon ensemble de produire l'alimentation et d'accepter sortir du corporatisme, c'est aussi sortir ça. Alors c'est vraiment, c'est une invitation très amicale aux camarades de la Confédération paysanne. C'est pas du tout une critique frontale, mais c'est dire, il faut qu'on apprenne à avoir cette discussion-là ensemble dans notre camp pour être plus fort. Et donc, tant qu'on est capable d'avoir cette discussion-là, les statuts des uns et des autres seront de manière contingente, de manière contextuelle à investir selon ce qui se passe. Et si on a une collectivité qui est prête à embaucher un maraîcher sur des bonnes bases, à fond, on y va, quoi. Je ne sais pas si ça dénoue un tout petit peu... Peut-être, je peux compléter avec un témoignage. On parle, selon la perspective de l'agriculture paysanne, on parle plus d'autonomie que d'indépendance. Est-ce que l'autonomie, ça consiste à choisir les liens avec lesquels on a envie d'être en dépendance avec l'extérieur? Et le problème de la prolétarisation de l'agriculture, c'est que ces liens, ils étaient contraints en amont et en aval. En amont par les semenciers, en aval par le distributeur, ou dans le cadre d'une intégration quand on est éleveur, dans un cadre d'un contrat d'intégration. Et quand on est en fait dans le cadre d'une agriculture paysanne, on essaye de se défaire de ces liens aux semenciers, de ces liens à la grande distribution, de ces liens à l'intégrateur. Mais pour autant, il y a quand même des liens, mais qui sont choisis. Et parfois, ces liens, ils sont forts. Voilà, c'est avec des citoyens, des liens à la terre, des liens au travail, quand on choisit de faire la traite à la main, quand on est en agriculture paysanne et de se passer des robots. On choisit de se passer d'une dépendance technique, mais il y a une nouvelle, finalement, dépendance qui se crée, mais qui est choisie, qui est voulue dans le cadre d'une philosophie. Et je pense que le salariat, il doit se penser comme ça, dans l'agriculture. Moi, par exemple, je n'y suis pas opposé. Parce que je pense que c'est possible de penser le salariat dans le cadre d'une autonomie paysanne quand même. C'est parce que c'est finalement, oui, il y a le lien de subordination, on choisit ce lien de subordination, mais il y a tout un tas d'autres sphères d'autonomie qu'on peut conserver. Voilà. Et donc je pense que c'est en fait à penser globalement et pas idéologiquement. Voilà, contre. Oui, mais je veux dire contre ou pour le salariat, mais penser l'autonomie paysanne, ça peut prendre plein de formes possibles. Voilà. Et parfois, le mythe du paysan autonome petit patron, en fait, qui ne veut pas être salarié, en fait, il est hyper dépendant aux banques, il est hyper dépendant de la PAC, il est hyper dépendant du semencier. Et en fait, s'il était salarié, il serait peut-être plus autonome. Après, l'indépendance totale, c'est la coordination rurale, c'est laissez-nous travailler. Et non, en fait, on fait société. On ne va pas laisser des gens faire la truc dans leur coin sans échanger, sans discuter, etc. Ouais, j'ai une deuxième question. J'ai entendu qu'au début, Terre de Liens, ils avaient beaucoup de postulants et pas beaucoup de terres, et qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de terres, mais qu'il n'y a pas forcément suffisamment de gens qui ont envie de faire un métier, vous l'avez dit, qui est hyper difficile et pas forcément rémunérateur. Donc je me demande si, même si demain, là, quand tous les agriculteurs, parce que souvent des agriculteurs, ils partiront à la retraite, est-ce qu'il n'y a pas un manque de gens qui ont envie
parce que les conditions ne sont pas remplies pour faire, quand bien même le statut juridique parfait existerait, est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui ont envie de reprendre des terres et de devenir paysans agriculteurs? Alors, c'est pas un problème de terre de liens, c'est un problème de l'agriculture et de l'agriculture paysanne en général. C'est vrai que il y a des phases de flux et de reflux des candidatures agricoles. On est dans un effet de ciseaux, c'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui veulent s'installer aujourd'hui en moyenne par an. Il y en a 12 000 qui s'installent par an, donc 8 000 qui n'y arrivent pas par an. Et si on voulait renouveler les générations agricoles, il faudrait en installer, je ne sais plus, 30, ouais, mettons 40 000, 45 000. Donc à la fois, on a des postulants qui n'y arrivent pas, et il faudrait beaucoup plus de postulants si on voulait faire ce qu'on veut, c'est-à-dire 1 million de paysans d'ici 15, 20, 30 ans. Ce qui serait nécessaire pour nous nourrir d'un point de vue local et agroécologique. Donc on est dans ce ciseau-là. En fait, poser la question comme vous la posez, c'est extrêmement vrai aujourd'hui et à la fois c'est extrêmement trompeur. C'est-à-dire que en fait, c'est le parcours du combattant de s'installer. Donc si c'était pas le parcours du combattant de s'installer, déjà peut-être que les 20 000 ils s'installeraient et peut-être qu'il y en aurait plus que 20 000 qui voudraient s'installer parce que ça serait pas le parcours du combattant. Donc il y a clairement plusieurs choses à mettre en œuvre. C'est continuer à se battre pour installer les gens, pour accompagner l'installation des gens qui veulent s'installer. Les gens s'installent tout seuls, on n'installe pas les gens à leur place. Et accompagner les gens qui veulent s'installer, ça c'est le petit 1, c'est ce qu'on fait, il faut continuer à le faire, c'est hyper important. Petit 2, il faut donner envie d'agriculture à tout un tas de pans de société qui ne l'envisagent même pas parce qu'ils s'en sentent complètement exclus. Donc comment on suscite des vocations en général dans la société, mais en particulier, il y a 2 grands milieux qui sont éloignés de l'agriculture. Ce sont les femmes, les quartiers populaires, les personnes racisées. Pas pour dire, il y a des migrants, s'ils veulent s'installer en France, ils vont devenir paysans. Non, les gens, ils font bien ce qu'ils veulent. Et s'ils traversent la Méditerranée et qu'ils arrivent à y survivre, bravo à eux, bienvenue chez nous. Et vous ne serez pas forcément paysans, mais si vous avez envie, pourquoi pas. En tout cas, voilà, susciter des vocations larges, donc avoir un nouveau récit paysan, voilà, ça c'est extrêmement important. La conf le fait, les soulèvements le fait de manière différente. Il faut trouver 10 000 façons de solliciter ça. Et troisièmement, c'est avoir des mécanismes d'accueil. En fait, on est vraiment dans les questions des politiques de l'hospitalité. Comment on accueille les gens sur les territoires, comment on accueille les gens dans une filière économique, pour qu'en fait, ça coule de source que devenir paysan, c'est chouette. Et à partir du moment où il y aura ça, il y aura forcément plus de candidats. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais oui, très clairement aujourd'hui, on manque de paysans. Je reviens sur le rapport à l'élevage. Aujourd'hui, très difficile de reprendre des fermes d'élevage parce que des gens qui pourraient vouloir devenir éleveurs se sentent exclus de la société parce qu'il y a une image négative qui est portée dans la société sur l'élevage. Rapport, je vais peut-être pas me faire des amis pour le coup dans la salle, mais notamment à des mouvements animalistes qui représentent des fractions très infimes de la société, qui n'augmentent pas en nombre, mais qui augmentent en audience médiatique. On pourrait discuter sur pourquoi, et certainement sur des bases politiques qui sont très intéressantes par ailleurs, mais qui dégoûtent un certain nombre de gens de devenir éleveurs et qui posent des problèmes sur la reprise de l'élevage. Donc, encore une fois, je pense que le lien à l'élevage et à l'animal est un des nœuds gordiens à dénouer là-dedans. Question là à droite, et puis après... On prend peut-être des salles de questions. Les deux là. Ouais. Du coup, je vais rebondir sur la fin là, et sur ce nouveau récit à écrire. Je pense que la grande part de la réponse se joue là-dedans. Et nous, je suis adhérent au réseau salariat aussi dans d'autres parties de ma vie. Et on parle beaucoup de la copropriété d'usage des moyens de production. Quand j'entends parler de municipalisation des terres, je trouve qu'il y a un peu de ça qui se joue, même si la gestion démocratique du truc est peut-être à revoir. Quoi, mais du coup, j'aimerais avoir aussi ton avis, mais on pourra aussi en discuter par ailleurs dans le week-end, quoi, si c'est trop long. Tu peux juste repréciser la question. Comment est-ce que cette idée de copropriété d'usage des moyens de production peut être aidée à l'accompagnement du nouveau récit sur l'installation agricole, parce que du coup, ça enlève tout ce truc de devoir investir beaucoup. Parce que quand tu parles d'élevage, il y a aussi tout l'investissement dans l'élevage. Hein, donc, quand tu achètes une ferme à 2 millions d'euros, que tu te payes moins de 800 balles par mois toute la vie, en fait, ta seule solution pour prendre ta retraite, c'est de revendre ta ferme encore plus cher que tu l'as acheté. Donc, en fait, on enrichit le truc. Là où d'avoir des sortes de fonctionnement en copropriété d'usage permettrait à des personnes de pouvoir s'installer, comme tu le dis, avoir les 5 semaines de vacances. Bien sûr.
Je vais essayer de pas être brouillon, mais c'était pour revenir aussi sur la question du nombre de paysans et tout. Moi, j'étais trop content qu'enfin on commence à parler de marxisme sur les questions écologiques, parce qu'en vrai, il y avait un problème là-dessus. Et que du coup, tu parles de baisse tendancielle de profit et tout, ça c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a une notion qui manque quand même très fort, c'est la principale, c'est celle de classe, quoi. Et c'est pas juste pour faire le gros communiste de service, c'est parce que ça a l'air d'être quand même au centre de toutes nos problématiques. C'est qu'on peut parler de tous les statuts agricoles et de programmes anticapitalistes pour demain, mais sortir du capitalisme, ça demande genre comment on fait en fait. Et en fait, ça demande de la stratégie et de la stratégie politique et de comment on massifie en fait. Et en fait, c'est pas le petit nombre de petits blancs qui veulent retourner à la campagne qui vont changer le monde. Enfin, le rapport de force, il se fera effectivement avec les classes populaires. Un autre truc dont on parle pas beaucoup quand on parle d'écologie, je trouve ça toujours un peu drôle, c'est la situation écologique, enfin, qui est quand même hyper catastrophique. Les scientifiques nous disent quand même que d'ici 15-20 ans, enfin, les conditions, ne serait-ce du capitalisme actuel, elle va plus forcément être tenue et tout. Enfin, je vais pas faire le collapso maintenant, mais c'est pas le cas, le GIEC le dit aussi. Mais en fait, c'est aussi la question de, un moment, quand les choses vont se casser la gueule et que progressivement, en fait, quand les choses se cassent la gueule, sur le truc de baisse tendancielle du taux de profit et tout, bah en fait ceux qui prennent le plus cher c'est les plus précaires parce que c'est eux qui se font d'abord le plus précariser encore plus, économiquement, politiquement avec le fascisme, etc. Et en fait quand ça arrive, qu'est-ce qu'on a prévu pour faire classe ensemble, pour avoir une autonomie de classe qui est assez forte, pour juste en fait que les classes populaires, on arrive à se dire ouais effectivement reprise de terre c'est une bonne idée mais il faut que le mot il est infusé un peu dans les têtes de tout le monde pour dire bah quand on voudrait sortir des quartiers stériles parce qu'on n'aura plus à bouffer parce que c'est que du béton, est-ce qu'on a la force politique pour se dire ok on va reprendre les terres effectivement quoi. Et pour ça il faut sortir de nos petits milieux genre écolo comme tu dis on est tous blancs dans la salle et c'est pas juste aller dire les banlieues on a besoin de vous, c'est aussi quand eux ils ont besoin de soutien qu'on soit là aussi et c'est pas encore le cas aujourd'hui quoi et du coup voilà c'est important. Alors j'ai vraiment rien à retirer ce que tu viens de dire. Attends, on va prendre une dernière question. Mais là, ça commence à faire lourd pour ma tête. Vous avez évoqué dans votre présentation ISF, Ingénieurs sans frontières, qui fait partie de Commerce Équitable France. Je suis moi-même artisan du monde et mène des actions pédagogiques avec des gens d'ISF sur Dijon, en particulier à AgroSup, qui a bien besoin d'entendre un discours un peu dissonant par rapport à l'emprise majoritaire. Voilà, je voulais vous demander si la loi Hamon de 2015, qui introduit le commerce équitable aux échanges nord-nord, et qui permet donc de labelliser commerce équitable des produits français, est-ce que c'est quelque chose qui peut faciliter les démarches de regroupement d'agriculteurs dans le sens de l'agro-agriculture et respect de l'environnement, etc. Ok, 5 minutes pour les 3 questions. Alors, je prends pas l'ordre inverse et j'y reviens, mais ça marche. Alors, le premier truc qui est terrible, c'est que la loi Hamon est une horreur. Cette loi de 2014 est une horreur sur l'ESS. Elle a dévoyé le peu de potentiel de transformation sociale de l'ESS. Sauf cet article particulier qui était très bien et un très beau travail de lobbying de Commerce Équitable France. Mais là, c'est juste pour dire que cette loi est une horreur. Elle fait qu'aujourd'hui, Danone fait partie de l'économie sociale et solidaire, pour vous donner une idée. Et pour le coup, j'ai un peu de sympathie pour Monsieur Hamon qui s'est fait planter des couteaux dans le dos à une élection présidentielle. Mais là, vraiment, c'était pas top. Bon. Le commerce équitable, clairement, c'est intéressant parce que ça donne des critères d'expérimentation de comment on peut créer d'autres collectifs de production et comment on peut intégrer les collectifs de production. Ça me permet de répondre un tout petit peu à la question qui était posée au début, qui est que l'enjeu de la décision de production, elle est premièrement dans celle des travailleurs qui définissent eux-mêmes leur travail, mais elle est aussi dans celle des usagers. Et je pense qu'une des nouveautés apportées au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle, c'est de ne plus penser uniquement par le prisme du travailleur, mais de penser par l'articulation du travailleur et de l'usager. Et ce qu'essaye de faire le commerce équitable Nord-Nord, c'est de créer ces collectivités-là. Je ne vais pas plus loin, je vous invite à lire Pour une économie des communs de Benoît Boritz, qui explique ça très bien. Néanmoins, sur le commerce équitable, pour moi, le commerce équitable a le même défaut que ce que fait Terre de Liens avec la propriété collective. C'est un lieu qui peut créer des pratiques et des imaginaires nécessaires,
mais qui a une incapacité à monter en échelle pour être la transformation sociale en elle-même. J'en suis désolé, j'ai été administrateur de Commerce Équitable France, c'est pas un constat que je fais de gaieté de cœur. J'ai écrit un article dans la revue Sésame sur cette question, ça s'appelle Transformation agroalimentaire. Je vous redonnerai ça si vous voulez, mais c'est hyper intéressant, mais ça ne peut pas être l'alternative post-capitaliste qu'on souhaite, même si elle ouvre des perspectives. En tout cas, c'est mon avis, je veux bien en rediscuter après, parce que ça nous amène assez loin. Sur la question lutte des classes, carrément, je suis hyper d'accord avec tout ce qui a été dit. Le problème du bouquin, c'est qu'il s'est fixé un objet très circonscrit qui ne va pas, qui ne permet pas d'ouvrir exactement jusque-là. C'est-à-dire que même si on a 1 million de paysans, paysannes, même si on a 10 millions de paysans, paysannes, ça ne sera pas la force révolutionnaire en France et ça ne sera pas une fraction massive de la population française. Donc évidemment, et c'est ce que j'ai dit en introduction, ce n'est pas une sortie de la terre du capitalisme, c'est une sortie du capitalisme par la terre. Ça veut dire qu'il faut enrôler d'autres secteurs d'activité, les villes, les campagnes, etc. Et donc c'est un angle mort du propos, pas parce que c'est pas intéressant, parce que c'est juste pas dans le périmètre de ce qui a été dit. Et pour le coup, hyper d'accord avec toi, c'est pas aller chercher les banlieues quand on en a besoin et puis les laisser tranquilles. Les jonctions soulèvement quartier populaire au moment de l'assassinat de Nel ont été difficiles et pas complètement menées. Moi, je salue très très fortement tout le travail qui a été mené par le comité Adama, par exemple, depuis des années là-dessus. Ce que fait Fatima Wassak aussi. Dans le cadre du collectif Reprise-Terre, on avait été à la maison de l'écologie populaire à Bobigny. On avait rencontré Fatima Wassak, c'était extrêmement intéressant. Et c'est pas du tout réglé, mais en tout cas, on voit les fils qui a attiré, il faut qu'on les tire et c'est extrêmement important. Donc hyper d'accord là-dessus, c'est un angle mort qui est pas travaillé directement dans le bouquin. Sur la copropriété d'usage, alors moi j'avoue que j'ai un problème sémantique avec l'idée de propriété d'usage parce que pour moi c'est deux choses qui sont séparées là. La propriété et l'usage, mais j'entends très bien la façon dont Réseau Salarial mobilise et dont tu le mobilises. Clairement, en tout cas, je pense que la notion d'usage et la notion de penser l'usage différemment qu'à travers la propriété moderne, la propriété lucrative, est extrêmement important et que c'est quelque chose qui a à faire infuser dans les imaginaires. Et donc si le travail de Réseau Salariat à travers ce vocable et ces imaginaires permet de susciter ça et d'imprimer ça dans le débat public à fond. Après, ok, je termine juste là-dessus parce que je mobilise dans le bouquin, j'essaie aussi de mobiliser Gramsci dans le bouquin et les questions d'hégémonie culturelle et de dire que on a aujourd'hui du mal sur la prise de pouvoir, mais par contre, on est dans un moment où on est quand même capable d'imprimer, notamment avec l'entrée concrète dans l'anthropocène et dans le capitalocène et les conséquences concrètes de ce qu'on y vit, on est capable d'imprimer des choses très très fortes dans le débat public, mais pas juste dans les cerveaux des gens, mais dans la chair des gens, de ce qui est en train de se passer. Donc on est capable de faire passer des idées de manière très forte. Mais par contre, l'idéologie ou les idéologies qu'on va mener, il faut qu'elles arrivent à garder des capacités plurielles et à pas défendre des modèles uniques ou des modèles univoques. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui politiquement est assez intéressant là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'on a une capacité à coexister avec des visions peut-être théoriques qui ne sont pas toujours convergentes, mais qui s'accommodent beaucoup plus de travailler en parallèle et de travailler concrètement ensemble, peut-être même qu'il y a 10 ou qu'il y a 20 ans. Et ça, pour moi, c'est vraiment un sujet d'espoir. Donc, construire des idéologies assez ouvertes pour qu'elles puissent être accueillantes. On repart sur cette idée d'hospitalité et que des gens qui finalement goûtent moins à Marx que toi et moi soient quand même capables d'être dans des grands principes qui vont faire qu'on va pouvoir collaborer tous ensemble là-dessus, même si nous, c'est des outils qui nous parlent et qui nous permettent d'avancer dans nos luttes. Bon, parfait, on n'a pas fait 3 heures, mais on va s'applaudir quand même. Merci beaucoup.
était super intéressante, qui nous a fait cogiter. Ceux qui veulent aller plus loin, voilà. Cultiver les communs, il est encore une fois sur la librairie. Il faut faire vivre les petites maisons d'édition et les petits auteurs aussi, qui touchent rien dessus de toute façon. Ah oui, moi, les droits d'auteur sont cédés à la maison d'édition pour... voilà. Si le livre marche bien, ça paye les autres bouquins. S'il marche pas, il est payé par les autres bouquins. L'anticapitalisme. Je touche rien.